Quand j'ai fait mes études d'ethnologie, et ensuite quand j'ai fait le centre de formation en recherche ethnologique, il y avait à ce moment-là deux papes de l'anthropologie, c'était Leroi-Gourhan et Lévi-Strauss. Et c'était à la fois, alors, je sais qu'en 86, il y a eu un hommage à Leroi-Gourhan après son décès, et Lévi-Strauss est venu et a dit, lui et moi avons à peu près voulu faire la même chose. Bon, c'est vrai qu'ils essayaient tous les deux de trouver des règles au-delà du brouillamini des faits, si vous voulez, et de trouver donc, appelons ça des structures, si on veut, au-delà simplement de faits épars, et de trouver donc des traits communs qui pouvaient fédérer un peu les études qui étaient menées ici ou là. Cela dit, il y avait quand même deux grandes écoles quand j'ai fait mes études. Il y avait celle de Leroi-Gourhan et celle de Lévi-Strauss, qui s'opposaient à la fois par les idées, par les thèmes de recherche et par l'habitus aussi. C'est-à-dire que quand vous alliez au musée de l'homme chez Leroi-Gourhan, on vous servait un vin de province, et donc c'était des gens qui étaient en train de retaper une maison dans le Cotentin ou ailleurs. Donc il y avait un côté, si vous voulez, très terrien dans l'école Leroi-Gourhanienne, avec un intérêt pour les techniques. Chez Lévi-Strauss, c'était autre chose, c'était la parenté et les symboles, c'était plus mondain, moins terrien. On devait boire des apéritifs d'une autre qualité que le vin rouge de province. Et donc, il y avait en même temps donc cette opposition de thèmes de recherche. Et aussi, chez Leroi-Gourhan, il y avait quand même une volonté empirique, c'est-à-dire de ramasser des matériaux plutôt que de faire de la théorie. C'était du moins ce qu'il suggérait à ses élèves. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une opposition entre les deux écoles. Personnellement, je dois dire que si je me rappelle bien les livres qui m'ont influencé à ce moment-là, il y avait, quand j'ai commencé l'ethnologie, j'avais essayé de lire l'anthropologie structurale. Je dois dire que je n'y avais rien compris. Et que, en définitive, après, ce qui m'a beaucoup intéressé, ça a été les livres de Leroi-Gourhan, Évolution et technique, L'homme et la matière et milieu et technique, et puis aussi Le geste et la parole. Et puis aussi les livres de Lévi-Strauss, mais à ce moment-là, c'était La pensée sauvage et le totémisme aujourd'hui qui m'ont beaucoup marqué, dans la mesure où ils essayaient de montrer précisément comment les structures fonctionnaient et comment le totémisme ne fallait pas le penser à l'estomac mais à l'intellect, et comment il y avait ces relations entre les différents groupes à l'intérieur d'une société. Donc tout ça m'a beaucoup influencé, à la fois l'intérêt pour les techniques chez Leroi-Gourhan et puis d'autre part le structuralisme de Lévi-Strauss. C'est un petit peu la synthèse que j'avais essayé de faire dans un article qui avait été publié dans l'Homme en 79, vous voyez, je me rappelle, sur la sémiotechnologie, donc, en essayant d'associer les deux, d'un côté la sémiotique qui était à ce moment-là tout à fait en vogue, et puis d'autre part la technologie. Et je sais que ça avait plu à Leroi-Gourhan. Lévi-Strauss, je ne sais pas. Ce qui avait plu à Lévi-Strauss, en revanche, c'était un article que j'avais fait sur les noms propres dans un village de l'Hérault. Ça l'avait beaucoup intéressé. Moi, j'avais envoyé ça, j'étais tout jeune et tout inquiet des réactions qu'on pouvait avoir à la lecture d'un article. J'avais envoyé ça comme ça
à Lévi-Strauss en me disant, bon, il mettra ça dans un coin. Pas du tout, il m'avait répondu en me disant, c'est un petit chef-d'œuvre que vous avez fait, ça m'avait beaucoup impressionné. Et donc, il était très fier d'avoir fait un petit chef-d'œuvre. Et donc, c'était quelque chose qui montrait, j'avais mis en schéma, si vous voulez, les manières dont s'attribuaient les noms, les surnoms et les patronymes dans cette commune de l'Hérault, et donc et les diminutifs patronymiques, si je me rappelle bien. Et donc Lévi-Strauss avait trouvé ça en effet très structural et tout à fait conforme à sa manière de voir les choses. Donc la tendance, si vous voulez, c'était de faire cette synthèse entre le structuralisme et d'autre part l'intérêt pour les techniques. Alors ce que j'avais essayé de faire, vous me direz, c'est des sujets qui paraissent tout à fait lointains, ce que j'avais essayé de faire dans une étude sur les grands jarrys dans la région qui m'intéresse, le Guilan. Donc, le Guilan qui est une région risicole et qui est une région très particulière. Alors, Grand Jarry, terminons sur les Grands Jarrys avant de parler de cette région très particulière. Ce qui m'intéressait, c'était de voir la relation entre Grand Jarry, type de Grand Jarry, et stratification sociale. Puisque, vous savez, il faut savoir conserver son riz très longtemps pour le vendre au printemps, qui est la période où, en définitive, à ce moment-là, on a écoulé la plus grande partie de sa production. Et au printemps, c'est là que ça coûte le plus cher. Et d'ailleurs, les paysans appellent le printemps Geda Bahar, c'est-à-dire le printemps mendiant. Le printemps mendiant parce qu'on a vidé tout ce qu'il y avait dans les granges, on a vendu tout ce qu'on pouvait vendre. Tandis que les plus malins et les plus fortunés conservent dans leur grand jarry le riz et peuvent à ce moment-là l'écouler à une période où il est beaucoup plus commercialisable et à un plus haut tarif. Alors le Guilan. Le Guilan, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une province particulière. C'est une province en effet tout à fait particulière parce que c'est une province qui a été longtemps une province jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à la Pébrine, une période de production de soie. Et donc là venaient s'installer des ateliers de dévidage de la soie de Lyon, de Milan, de Smyrne, etc. Donc véritablement une société qui a été très tôt innervée dans le commerce international. Alors après, il y a eu la crise de la Pébrine, et puis il y a eu la soie d'Extrême-Orient, bref, et ça s'est tourné vers le riz. Le riz qui s'est développé d'ailleurs, d'abord parce qu'il fournit de l'amidon qui permettait, si vous voulez, l'empesage des chemises, et donc c'est la demande russe qui a fait que ce riz s'est développé au Guilan. Puis c'est devenu évidemment ensuite la nourriture, la staple food des gens du Guilan, puis des Iraniens plus largement, mais ça c'est une tendance récente. Donc c'est une société qui a été innervée dans l'économie de marché, où les paysans ont vu comment fluctuait le cours des denrées, et où il y a une paysannerie qui regarde vers l'extérieur et pas seulement vers l'intérieur du village ou des structures locales. Et donc c'est une société aussi tout à fait étonnante, où il y a eu le seul mouvement, enfin pas le seul, mais le mouvement paysan le plus important, le mouvement révolutionnaire paysan. Vous savez, les révolutions iraniennes ont été des révolutions urbaines. Qu'on prenne, par exemple, la dernière révolution, la révolution islamique, c'est une révolution urbaine. Tandis que là, au Guilan, il y a eu un mouvement révolutionnaire rural de 1915 à 1921, on y reviendra peut-être par la suite, qui a été tout à fait le mouvement de Jangali, donc le mouvement forestier, et qui était un mouvement réclamant d'une part l'indépendance de l'Iran, qui était à ce moment-là soumise aux Anglais et aux Russes, et d'autre part également une meilleure condition des paysans, les paysans étant à ce moment-là exploités par des propriétaires fonciers et par des intermédiaires qui ne manquaient pas donc de leur demander des tas de contributions et qui les rendaient très pauvres. Alors donc cette paysannerie qui regardait vers l'extérieur, en même temps des propriétaires fonciers qui étaient particulièrement demandeurs de fonds, etc., ce qui fait qu'on avait une paysannerie extrêmement sensible
à ce qui se passait à l'extérieur, au mouvement des idées, et une paysannerie en plus relativement cultivée par rapport à ce que l'on connaissait dans d'autres zones d'Iran. Donc, sachant, pas pour tout le monde, mais pour une petite partie au moins, lire et écrire, ce qui était quelque chose de considérable à l'époque. Donc, on a là une région très particulière, en même temps sans parler alors évidemment de son climat, puisque vous voyez que c'est un climat subtropical humide et ce n'est pas du tout le climat aride que l'on connaît sur le plateau iranien. Mais c'est vrai que là, vous avez la chaîne de l'Elbourz, et puis vous avez la mer Caspienne, et donc un régime de pluviométrie tel que le proverbe dit qu'il pleut 13 mois sur 12 au Guidan. Mais on a des évocations de cette région au printemps, si vous voulez, qui sont au contraire idylliques et féeriques, alors que on a au contraire, pour les saisons plus pluvieuses, des visions complètement catastrophistes de cette région, alors avec en même temps ce taux d'humidité, les moustiques, enfin j'en passe et des bien pires, si vous voulez. Ce qui fait d'ailleurs qu'une des coutumes de cette population était de migrer vers les montagnes proches de l'Elbourz pendant une partie, pendant la période estivale la plus désagréable, et donc on a des traces en effet de ces migrations saisonnières pour éviter le climat absolument putride qui sévissait pendant une partie de la saison chaude. Alors, donc, vous voyez, à partir des années 90, ce qui m'a intéressé, c'était plus du tout l'ethnologie extensive que j'avais pratiquée dans les années 70, au début des années, enfin dans les années 70, mais beaucoup plus une ethnologie intensive. Savoir comment fonctionnait une famille et une localité dans le nord de l'Iran, dans cette région du Guilan. Et c'est un peu ce qui a abouti, si vous voulez, à ce livre, Un autre Iran, donc où je raconte. Alors, je raconte à la fois, si vous voulez, la vie dans cette région et en même temps les relations familiales qui se sont tissées. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, le Guilan aussi, une de ses originalités, c'est d'être exogamique plutôt qu'endogamique comme les sociétés pastorales ou agricoles du plateau iranien. Donc avec la volonté de trouver un conjoint, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, dans le monde des villes. Donc qui peut être à ce moment-là, pour le commerce ou pour toute une série d'activités, un relais tout à fait positif et intéressant. Donc ça a été cette étude d'une famille, à vrai dire, et de la manière dont elle fonctionnait, et puis en même temps aussi donc de cette révolution paysanne dont on reparlera aussi des jeux et notamment des combats de taureaux dans cette région du nord de l'Iran qui sont une des spécialités donc, de cette région. Combats de taureaux que l'on retrouve en Corée par exemple, ou que l'on retrouve également au Portugal, mais bon, qui était beaucoup plus diffusé auparavant. Et combats de taureaux, là, ce qui les singularise par rapport à ce qu'on connaît par exemple en Suisse, où il y a aussi ces combats de taureaux, c'est le fait qu'au lieu de couper les cornes des combattants, comme on le fait pour éviter, si vous voulez, les blessures, là au contraire, on aiguise les cornes pour que les blessures soient plus vives. Et donc, à ce moment-là, il faut évidemment ensuite panser les plaies et éventuellement donner cette viande au boucher, parce que dans le nord de l'Iran, depuis très longtemps, on apprécie la viande de bœuf, ce qui n'est pas du tout le cas sur le plateau iranien, où très longtemps, on a apprécié surtout la viande d'agneau, la viande de mouton et la viande d'agneau, mais pas la viande de bœuf. Or là, il y a une tradition. D'ailleurs, moi, ce qui m'avait frappé une des premières fois où je suis arrivé au Guilan, c'est qu'un gars gêné vient me trouver dans un restaurant, enfin dans un endroit où on déjeunait, il me dit il y a que du bœuf à midi, ça ne vous dérange pas trop. Vous savez, pour un Français, ça ne le dérange pas trop qu'il y ait que du bœuf. Donc, je lui dis bah oui, bien sûr. Donc, il y a cette valorisation aussi
du bœuf, notamment parce que le bœuf était le compagnon aussi des paysans, dans la mesure où c'est lui qui servait au labour de la rizière, et donc il y avait tout ce soin apporté au bœuf. On lui écrasait un œuf sur le frontal avant le début des labours pour mettre toutes les chances de son côté, parce que l'œuf a une importance aussi dans le folklore local tout à fait remarquable, notamment dans les jardins. On voit souvent des coquilles d'œufs qui sont sur les plantes que l'on cultive pour éviter que l'on jette le mauvais œil sur ces plantes. Et le mauvais œil, ça, Tchèchméchour, l'œil salé, si vous voulez, c'est véritablement quelque chose que l'on redoute, ce qui fait que même si vous faites attention de ne pas dire surtout à un bébé qu'il est joli, parce que si vous lui dites qu'il est joli, ça peut attirer la jalousie et donc le mauvais œil sur lui, même si vous êtes tout à fait au courant de ce qu'il ne faut pas dire, les mères de famille vont quand même prendre de l'espande, donc de la rue sauvage, et la faire brûler. Même quand vous êtes là encore, pour éviter que le mauvais œil ne soit pas appliqué sur leur bébé, et donc qu'il ne faille pas aller chercher l'exorciste, donc, et qui à ce moment-là convoquera, si vous voulez, l'assemblée des djinns, etc., pour savoir qui a pu apporter le mauvais œil ou bien nuire au jeune enfant ou au bébé, etc. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, la crainte, si vous voulez, du mauvais œil est quelque chose de permanent, aussi bien d'ailleurs par rapport aux gens que par rapport aux plantes. Hein. Et quand, par exemple, vous avez une pépinière, également une pépinière pour ensuite transplanter le riz et le repiquer, donc dans cette pépinière, il y a toujours un végétal qui est là, qui est pour protéger la pépinière des risques de mauvais œil, ou bien, parce que c'est vrai que ça peut être, là, si tout à coup on a mal préparé la pépinière, il peut y avoir des catastrophes, et à ce moment-là, le repiquage est impossible. Alors, ce qui est très intéressant dans cette région aussi, c'est le statut des femmes. Alors, vous savez, quand on pense à l'Iran, on pense immédiatement à des tchadors, et puis même en général, on amplifie encore les choses. Et donc, or, là, ce qui est frappant au Guilan, c'est que, par exemple, quand vous allez dans des milieux traditionnels sur le plateau iranien, il y a une pièce pour les hôtes, et puis il y a une pièce pour la famille, pour que surtout les femmes ne soient pas incommodées par des hôtes qui arriveraient à tel ou tel moment. Or, au Guilan, c'est très différent. Les femmes sont dans la même pièce que les hommes. Certes, pendant les repas, les hommes occupent les places les plus près du fond de la pièce, donc les plus éloignés de la porte et des courants d'air, et les femmes sont au contraire près de la porte et des courants d'air, et d'autre part, c'est là que se trouvent les réchauds ou bien les ustensiles de cuisine. Mais ce qui est frappant néanmoins, c'est qu'il y a une commensalité masculin-féminin qui n'existe guère dans les milieux traditionnels sur le plateau iranien. Et d'autre part également, quand on prend les systèmes de rémunération, une journée de femme peut être payée plus qu'une journée d'homme. Pour un travail, il est vrai, plus pénible. Alors c'est une des questions que je me pose. Parce que y a-t-il une surexploitation de la main-d'œuvre féminine, ou bien au contraire un statut plus élevé des femmes? Vous me direz, c'est contradictoire. Comment penser une contradiction? Mais quand vous voyez ce que font les femmes, elles font par exemple le repiquage du riz, qui est quelque chose d'extraordinairement pénible. Attendez, voilà que je... Non. Je vais trouver ce que je cherche. Oh, oui, c'est pas... Oui, là, vous voyez, par exemple, c'est pas le repiquage, mais c'est le désherbage de la rizière. Bon, elles sont là penchées, sous un soleil qui est déjà fort au mois de juin. Donc là, ça doit être Dobaré, c'est-à-dire le deuxième désherbage. Et
Donc en même temps, elles ont procédé également au repiquage du riz. J'ai bien retrouvé ce repiquage quelque part. Oh là là, c'est pas vrai. Et ouais, non, je ne le retrouve pas. Bon. Oui, l'œuf. Je vous montrais par exemple un jardin. Vous voyez donc avec l'œuf, c'est pas la coquille d'œuf pour protéger la récolte. Je cherchais, ouais, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas cette. Je suis sûr qu'elle y est pourtant. Bon, écoutez, je vais pas. Ah oui, voilà. Vous voyez, donc là aussi, ce sont des tâches particulièrement pénibles. Alors, évidemment, ce sont des tâches pénibles, ce qui fait d'ailleurs que si vous allez faire une enquête à ce moment-là, pendant que les femmes sont en train de repiquer, elles vous diront: hey, monsieur, venez un petit peu là voir ce qu'on fait. Ah, oui, oui, regardez, là, on a le dos penché vers la rizière, les pieds dans l'eau, c'est pas très agréable. Oui. Et vous, vous êtes là en train de vous promener et de prendre une photo. Oui, oui, d'accord. Oui. Bon, donc il y a ça. Alors, il est vrai que, oui, alors, on les voit rentrer le soir. Épuisés et dire Yavarim, Delavarim, Aftab Nevecht. Donc, nous marchons, nous faisons de la coopération parce qu'elles coopèrent entre elles. Bon, elles font en sorte que ce soit les femmes d'un même quartier qui participent à ce repiquage, etc. Mais nous marchons, Radarim. Aftab Bedoshte, le soleil se couche, nous marchons, oui, parce que nous rentrons de la rizière. Donc, en même temps, c'est vrai que c'est mieux payé que, par exemple, un travailleur turc qui vient des montagnes et qui vient là pour faire des travaux de défrichement ou donc de défrichement de la terre. Ce sera mieux payé pour les femmes. Mais souvent, donc, vous voyez comment, en même temps, ce qui est très frappant, c'est de voir comment le corps des hommes est toujours dressé, debout. Par exemple, quand ils passent l'arère dans les champs, alors que les femmes, au contraire, ont toujours le corps courbé. Courbé dans la cuisine, courbé en train de repiquer le riz. Mais en même temps, il y a un statut des femmes, si vous voulez, qui est quand même différent. Et d'ailleurs, ce qui fait que ce statut des femmes est stigmatisé par toute une série de blagues ethniques, par les gens du plateau intérieur et notamment par les gens de Téhéran. De voir des femmes comme ça aussi libres dans leurs paroles et dans leur comportement, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose de louche là-dessous. Hein. Et donc, toutes les blagues que l'on peut faire de Téhéran sur les gens du Guilan, sur les Rashtis, c'est que leurs femmes sont volages, se prêtent à des exercices licencieux, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais enfin bon bref, c'est cette image, si vous voulez, d'un statut des femmes tout à fait particulier, de femmes qui sortent, de femmes qui vont dans les champs, de femmes qui interpellent des hommes, etc. Donc il y a là quelque chose, évidemment, qui tranche avec les clichés que l'on a habituellement sur le plateau iranien. Alors, donc, il y a ça, et en même temps, ce qui est très frappant dans cette région aussi, c'est la stratification des groupes ethniques. Parce que, si vous voulez, vous avez en haut de la hiérarchie le fonctionnaire venu du plateau iranien, de Téhéran, et qui va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ensuite, vous avez les gens, les Gilaks, donc les gens de la région eux-mêmes qui cultivent le riz, qui élevaient le verre à soie jadis, etc. En dessous encore, vous avez sur le piémont de la région des éleveurs et qui sont en même temps riziculteurs, qui sont les Talèches ou les Galèches, et qui sont là quand même les pauvres types. Et les pauvres types qui vont venir
qui vont venir s'employer chez les riziculteurs pendant la morte saison. Et puis, alors, vous avez encore en dessous les Turcs azéris, donc qui viennent des montagnes pelées du côté de l'Azerbaïdjan iranien, hein, pas de l'Azerbaïdjan État autonome aujourd'hui, indépendant aujourd'hui, et qui sont là employés, si vous voulez, aux travaux les plus durs, et notamment au défrichage ou bien encore à la mise en culture de terre, à la transformation de terre en terre de culture, ce qui suppose évidemment une énergie particulière. Et, donc, et puis alors, encore en dessous, si vous voulez, tout ce qui peut être nomade, venant, qu'on appellerait ici des gitans, mais qui sont donc des marchands ambulants que l'on peut voir dans les villages et dans les petites villes. Et donc il y a cette stratification des groupes ethniques qui est quelque chose de frappant. Tout ça étant aujourd'hui évidemment tempéré dans la mesure où ce qui frappe, si vous voulez, à l'échelle de l'Iran tout entier, c'est une sorte d'uniformisation islamique des modes de vie. Ça m'a beaucoup frappé, notamment dans le domaine de l'habitation, puisqu'auparavant, ce qui était frappant, c'est que quand vous passiez sur un chemin, vous voyiez ce qui se passait sur la véranda, dans la véranda des gens que vous côtoyez. Il y avait là donc des femmes qui étaient en train de faire de l'artisanat, ou bien des techniques de fabrication, ou bien un groupe qui était en train de discuter. Vous voyez tout cela. Aujourd'hui, on dresse des murs. On dresse des murs pour éviter que le regard ne puisse se porter sur l'intimité familiale ou l'intimité vicinale. Donc il y a là, si vous voulez, un contraste qui est fort.